Bonjour à tous, bonjour David Kayat. Bonjour. On va parler des progrès de la science contre le cancer. Mais d'abord, une polémique. Nicolas Sarkozy s'est opposé au paquet neutre de tabac. Comment vous réagissez ? Écoutez, je ne rentre pas dans la polémique, c'est un coup politique, mais je fais partie de ceux qui ne croient pas beaucoup, disons, au paquet neutre, parce que l'expérience que nous avons, c'est celle de l'Australie, mais en réalité, en Australie, on voit bien que ce qui a le plus marché, c'est pas le paquet neutre, c'est le fait d'avoir augmenté le prix du paquet de cigarettes de 6 à 12 $ australiens en un coup. Et ça, on sait bien que quand on fait une augmentation massive du prix du paquet de cigarettes, on a une baisse des consommateurs de tabac. On l'a fait en France. Entre 2004 et 2005, avec le gouvernement Raffarin, on avait... Sous votre impulsion ? Voilà, sous mon impulsion, j'étais responsable du plan cancer. On est passé 3 à 4, 4 à 5 euros en espace de 18 mois. On a eu 180 000 fumeurs en moins en France. C'est la seule fois où dans l'histoire du tabagisme français, on a eu une vraie baisse significative. Malheureusement, après, le prix n'a plus augmenté que de 3, 4, 5% par an, c'est-à-dire rien. C'est insensible pour le fumeur et on a vu remonter les chiffres du tabagisme. Et aujourd'hui, en France, si on prend les 15-25 ans, on a l'un des taux les plus élevés de tabagisme de tous les pays d'Europe. On est à 45% à peu près, là où la moyenne européenne est à 30% seulement. Aujourd'hui, il faut un autre plan anti-cancer ? Je ne suis pas sûr qu'il faille un autre plan. On voit bien les chiffres qui sont sortis dans cette étude incroyable qu'a publié l'Institut national du cancer il y a 48 heures, qui montre que si on regarde la survie à 5 ans, à 10 ans, des patients atteints de cancer en France, quand ils étaient soignés entre 1995 et 1998, et qu'on voit les résultats sur ces mêmes cancers pour les patients soignés entre 2005 et 2010, eh bien, on voit que, par exemple, on est passé pour le cancer de la prostate de 72% de malades guéris à 94%, pour le sein de 80 à 87%, pour le mélanome malin, le grain de beauté, de 82 à 92%, pour le cancer du côlon de 53 à 65%, une augmentation massive. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux qui a touché tous les cancers ? Mais pas la découverte d'un médicament. Il n'y a pas un médicament qui guérit tous les cancers. C'est simplement le plan cancer. Nous avons pris 3 mesures à l'époque qui, aujourd'hui, donnent leurs fruits. 1, le dépistage du cancer du côlon, du cancer du sein. 2, ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est-à-dire l'obligation qui est faite aux médecins de discuter de tous les nouveaux cas de cancer entre 3 médecins au moins, dont un cancérologue. Fini le temps où un type se décidait seul à enlever le sein, à faire ou pas une chimio. Et troisièmement, nous avons concentré la prise en charge des malades dans des hôpitaux où vraiment les gens savent le faire. Ça a conduit à ce que 43% des établissements français n'ont plus le droit de traiter des malades atteints de cancer. Mais au moins, aujourd'hui, quand un malade va quelque part et qu'on lui dit « on peut vous prendre en charge », il peut être sûr que les gens savent le faire. Il y a aussi des médicaments qui sont de plus en plus efficaces. Alors les médicaments sont de plus en plus efficaces, mais si vous voulez, ces nouveaux médicaments extraordinaires, notamment ce qu'on appelle l'immunothérapie, c'est-à-dire on s'est rendu compte que notre système immunitaire qui d'habitude nous défend contre les bactéries, les infections, les virus, ne marchait pas dans le cancer. La raison, on l'a compris il y a 3 ans, c'est quand les globules blancs arrivent à côté des cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses leur crachent à la figure un espèce de somnifère, elles s'endorment. Alors on a fabriqué des médicaments qui bloquent ce somnifère, et alors depuis 2 ans, on a des médicaments qui ont des résultats mais incroyables. Mais ça, c'est très récent. C'est pas ça qui a fait qu'on a gagné 10, 15 points de survie à 5 ans au cours des 20 dernières années. Médicaments efficaces, mais médicaments chers, trop chers. Médicaments très chers et trop chers. Et moi qui suis très souvent aux États-Unis, même aux États-Unis, pays riche, pays libéral, on se pose la question de comment on va faire pour payer ces médicaments. Je vais vous donner un exemple. Sur encore ce mélanome malin, il y a 3 ans, la survie moyenne d'un malade atteint d'un mélanome avec des métastases, c'était d'environ 5-6 mois. La dernière étude, il y a 4 mois, c'était passé à 38 mois. Mais ce gain de survie considérable, il est basé sur un protocole avec 2 nouveaux médicaments qui coûtent à peu près $1 million par an et par malade. Qui peut assumer ça? Mais d'un autre côté, comment peut-on le refuser? Alors il faut qu'on imagine des nouvelles façons de financer la santé. Moi, il y a des techniques auxquelles je crois beaucoup, notamment une qui se met en place aux États-Unis, ce qu'on appelle le Fees for Success. On donne le médicament à tous ceux qui en ont besoin, puis au bout d'un certain temps, on voit chez qui ça a marché. Là, on continue de payer. Et là où ça n'a pas marché, le laboratoire rembourse, et rembourse très cher. Mais pourquoi ces médicaments sont aussi chers? Parce que on veut de la sécurité dans les médicaments aujourd'hui. On veut être sûr qu'un médicament, on l'a bien analysé, qu'il ne va pas C'est faire pas de les mal. marges des laboratoires. Non, les marges, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont publiées parce que toutes ces sociétés sont à la bourse, donc on sait leurs marges. Non, en 1970, développer un médicament anticancéreux, ça coûtait $140 millions. Aujourd'hui, développer un médicament anticancéreux, ça coûte 4 milliards de dollars. Le problème aussi, c'est qu'avant, en 1970, quand on avait un médicament anticancéreux, on l'utilisait sur
tous les cancers du sein, par exemple. Aujourd'hui, on parle de médecine personnalisée, on découpe les cancers du sein en des petits sous-groupes, et finalement, ce nouveau médicament qui a coûté 4 milliards de dollars, on va le donner à 10% des femmes atteintes de cancer du sein. Donc pour rentabiliser, ça va être encore plus difficile. Bien sûr que ce ne sont pas des organismes philanthropiques, les industries pharmaceutiques sont là pour gagner de l'argent. Mais leurs marges, on les connaît tout à fait. Elles sont publiées dans les rapports à la bourse. Alors, vous parliez de prévention. La prévention, ça passe par l'alimentation. Alors, la prévention, ça passe par fumer différemment ou ne pas fumer, ça passe par faire attention au soleil, par plein de choses, mais notamment, on sait qu'un cancer sur 20% des cancers, un cancer sur 5 sont dus à l'alimentation. Faire attention à la pression des industries agroalimentaires pour nous faire manger tous la même chose dans le monde, ce qu'on appelle la westernisation de l'alimentation, une alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée, trop riche en des grignotages, avec des produits pleins de produits, chimiques, industriels. Et je crois qu'il faut revenir à du bon sens, suivre les saisons, manger des aliments sains, prendre des recettes traditionnelles. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont anti-cancer ? Alors, il n'y a pas, il ne faut pas faire rêver. Moi, vous savez, je lutte contre les scoops, parce qu'après, les gens se mettent à rêver, et malheureusement, je vois mourir encore des gens tous les jours. Non, mais il y a des aliments qui sont plutôt bons pour nous prévenir du cancer. Vous savez très bien, la grenade, le thé vert, le curcuma, les brocolis, le sélénium, la quercétine, l'ail et l'oignon. Le café aussi, semble-t-il, plus récemment, le piment aussi. Voilà, il y a des aliments qui sont plutôt bons, et c'est ce qui explique qu'on n'a pas tous des cancers quand même. Cela dit, ce sont des aliments qui sont bons, mais on ne peut pas manger ça tous les jours. Non, on ne peut pas manger ça tous les jours. C'est pour ça que c'est l'alimentation. Est-ce qu'on peut imaginer des recettes anti-cancer ? Alors, je sors un livre dans quelques mois, dans 2 mois justement, que j'ai réalisé avec ma fille, qui est très sensible à ces problèmes d'alimentation, qui est pâtissière de profession. Et nous avons élaboré 120 recettes justement pour manger un peu sain, un peu plus sain tous les jours de l'année. Merci. Merci. William ? Sain mais goûteux. Ah bah oui, ça alors là, clairement. Ah ouais. Bon, merci beaucoup. On ne peut pas manger tous les jours aussi. Café, c'est sans problème. Hein. Nous, ici, c'est notre carburant, vous le savez. Hein. Moi aussi. Merci beaucoup. Madame, monsieur.